Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Je reçois pour vous ce soir Serge Billet, un homme multicasque. Il est journaliste franco-ivoirien, producteur, réalisateur passionné de musique qui a écrit pour de nombreux artistes. Il est l'auteur de bien de chansons dont Nouveau Monde, distingué par la SACEM et enregistré au profit de l'UNICEF par une pléiade de célébrités, ou encore Noula, épisode dédié à la Côte d'Ivoire en pleine décennie 2000 de crise. Fondateur en 1994 d'Aquaba, association interculturelle ivoirienne et martiniquaise qui a pour but de créer des liens entre les Africains et les Antillais. Il est surtout écrivain, auteur d'essais et de documentaires sur le monde noir, africain, antillais et sud-américain. Il revendique, on le disait tantôt, une vingtaine d'essais, dont Noir dans les camps nazis, la légende du sexe surdimensionné des Noirs. Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, enquête sur le racisme aujourd'hui au Vatican, quand les Noirs avaient des esclaves blancs. Blanchissez-moi tous ces nègres. Serge Billet, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Dans laquelle de ces tâches précitées vous vous sentez le plus à votre aise? Moi, je suis d'abord un journaliste. C'est ma vocation de toujours. Quand j'étais jeune gamin à Cocody et que j'accompagnais mon père à la RTI, parce qu'à l'époque, il était patron de la RTI, ou en tout cas l'un des fondateurs de la RTI d'abord. Ma vocation, c'était d'être journaliste. Donc, je suis d'abord journaliste. C'est ça qui me plaît, c'est ma passion. Si je devais tout enlever, tout le reste, c'est ça que je garderais. Alors, mais vous êtes un écrivain engagé, on le dira ainsi, pour la cause noire, ou disons plus largement la cause afro, avec visiblement pour objectif de rétablir une sorte de vérité coupablement cachée, rangée dans les archives poussiéreuses de l'histoire. Est-ce qu'après autant de publications, à l'heure d'une sorte d'esquisse de bilan à mi-parcours, vous avez le sentiment que les lignes ont bougé de par votre fait? Très franchement, je ne pense pas. Mais c'est pas le but. Moi, je dis toujours que si chacun fait ce qu'il a à faire, c'est tout le monde qui avance. C'est-à-dire que j'ai juste à faire ce que moi j'ai à faire. Et je ne pense pas que le monde, on le change comme ça en quelques années ou même peut-être même en quelques siècles. Il faut du temps, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déposées sur nos épaules par rapport au passé, beaucoup de lourdeur. Donc on ne change pas comme ça aussi facilement. Mais je pense que quelque part, il y a au moins une prise de conscience que nous sommes capables de pouvoir écrire nos histoires par nous-mêmes. Parce que si des gens en Côte d'Ivoire demandent mes livres et font en sorte que justement je les imprime ici, si des gens aux Antilles demandent mes livres, ça veut bien dire qu'il y a une prise de conscience. On fait pas bouger les lignes de façon extraordinaire dans nos rapports avec les autres, mais on fait peut-être bouger des petites choses, des petites lumières dans la tête des gens, et ça, quelque part, c'est pas inintéressant. Dans la myriade de titres et thématiques graves que vous avez abordées à ce jour, une œuvre au titre plutôt drôle s'est glissée et ne laisse point de marbre. On en sourit d'ailleurs largement à la lecture. C'est, je cite, la légende du sexe surdimensionné des Noirs. En postface, on peut lire d'ailleurs ceci. Les peintures grecques et romaines l'ont souligné. Les théologiens chrétiens, juifs et arabes l'ont en chœur jadis avalisé. Les femmes en sont persuadées, les Noirs ont un sexe surdimensionné, tellement surdimensionné qu'ils continuent encore, aujourd'hui comme hier, de faire fantasmer et jaser. Et dans votre ouvrage, vous expliquez qu'il s'agit plutôt d'un monstrueux préjugé visant à rabaisser les Noirs au rang de bêtes. Vous nous en dites un peu plus? Oui, disons que on oublie souvent que nous sommes malheureusement victimes de choses qui sont extrêmement anciennes. Et en ce qui concerne cette affaire, tout part de la fameuse malédiction de Cham que l'on connaît dans la Genèse, pour tous ceux qui ont lu la Bible. Sauf que l'idée de Noé, qui à un moment donné le fils de Noé, qui à un moment donné est engueulé par son père, parce qu'il a vu la nudité de son père, elle est dite dans la Bible de façon très sobre. Mais à l'époque, les exégètes, c'est-à-dire tous ceux qui sont amenés aussi bien dans la religion chrétienne, dans le judaïsme et chez les musulmans, à faire une interprétation de ces textes, ont expliqué que le fils de Noé avait abusé sexuellement de son père. Et que pour ça, pour avoir donc abusé de son père, il était condamné à porter un pénis immensément long. Et comme ce fils de Noé était supposé être l'ancêtre des Noirs, c'est de là qu'est partie cette fameuse, non seulement malédiction de Cham, mais au-delà de la malédiction de Cham, cette malédiction qui consistait à faire penser que les Noirs avaient un pénis immensément long. C'est écrit précisément dans les textes immensément longs. Donc tout est parti de là. Le Noir rabaissé à sa plus sexe expression, si je puis dire, est devenu quelque part l'étalon sur lequel on peut naturellement se répandre, en laissant croire que c'est une qualité, alors que c'est une façon de le rabaisser au rang animal. Malheureusement, avec les siècles, les choses se sont perpétuées. Certains ont oublié d'où ça venait, mais en oubliant d'où ça venait, on oublie aussi ce qui est accolé derrière ça.
alors que les Noirs n'ont rien de plus de spécifique par rapport aux autres. Les études l'ont montré, en tout cas les rares études sur la question. Et aujourd'hui, c'est une expression dont certains Noirs se glorifient et qui pourtant, malheureusement, n'est traduite par rien de précis et qui, quelque part, aussi contribue à les rabaisser. Je propose qu'on part une pause. Il y a la pub, on va revenir juste derrière sur la suite justement de ce sujet qui passionne plus d'un. On se retrouve juste derrière la pub. Alors avec Serge Billet, un livre, on appelle toujours un autre ouvrage. Sombre bourreau, on est en 2011, édition Pascal Gallaudet. On apprend que les Noirs, j'entends par Noirs antillais, guyanais, réunionnais, africains, Noirs américains, et c'est tout le paradoxe, ont collaboré avec les nazis et les fascistes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Des Noirs qui ont combattu aux côtés d'Hitler. Oui, c'est assez effrayant, moi, quand j'ai découvert cette histoire par hasard, parce que je dépouillais des documents aux archives, et puis je vois un nom guadeloupéen, une photo d'un Guadeloupéen avec la tenue de l'armée allemande. Je me dis, mais attends, il y a un problème. Est-ce que c'était un prisonnier, quelque part, qu'on habillait? Donc j'ai commencé à fouiller. Norbert Désiré, il s'appelait. Et là, je me suis aperçu que non. Il avait quitté la Guadeloupe exprès pour monter à Paris. Et quand il était à Paris et que la guerre a éclaté, il voulait absolument combattre avec l'armée allemande parce que il avait une haine de ses propres compatriotes. D'accord. Et la haine de soi, la haine d'être noir. Et donc, il voulait absolument combattre avec l'armée allemande. Et il avait donc, il y avait d'autres comme lui, et donc ils se sont engagés pour les uns dans la LVF, qui était donc l'armée auxiliaire de l'armée allemande, et pour d'autres directement dans la Wehrmacht. Et le plus extraordinaire, c'est ça qui est assez amusant, c'est que vous aviez des Allemands, des Afro-Allemands, à qui on avait dénié tous ces droits avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Plus d'école, plus d'armée, plus de passeport. Ils ont quand même réussi, pour certains d'entre eux, à entrer dans l'armée allemande, qui pourtant affichait un racisme à leur égard. Et certains voulaient... C'est un exploit en soi. C'est un triste exploit. Et certains voulaient même faire partie de la Wehrmacht, pas de la Wehrmacht, voulaient même faire partie des SS, pour être des plus zélés encore dans leur façon de défendre Hitler. Donc c'est tout ça qui vous emmène aussi à vous poser des questions sur l'être humain. On peut être issu de peuples qui ont extrêmement souffert, mais il n'en reste pas moins que la violence, mais aussi la mauvaise graine, nous l'avons tous en nous. Et à un moment donné, on peut aussi basculer d'un côté, et ces hommes ont basculé du mauvais côté, et ont voulu défendre un homme qui lui-même ne les aimait pas, qui avait un racisme très fort à leur égard, et malgré tout, ils voulaient le défendre. Et l'un d'entre eux, d'ailleurs, a même voulu aller jusque dans le bunker d'Hitler pour pouvoir le défendre. Donc, lorsque les Alliés ont commencé, donc naturellement, à s'en prendre à l'Allemagne. Évidemment, toutes ces informations sont consignées dans l'ouvrage Sombre bourreau, signé Serge Billet, qui nous fait l'amitié, évidemment, de répondre à notre invitation ce soir. Je propose qu'on embraye, qu'on fasse une sorte de marche arrière et qu'on revienne sur la question du blanchiment de la peau. C'est toute une histoire, c'est tout ce qu'il y a de plus avilissant, en tout cas dans votre conception des choses. Et vous soulignez ceci, l'homme blanc voulait persuader l'homme noir que la peau blanche était le référentiel absolu de l'humanité. Mais de toute façon... On n'a même pas besoin d'aller très loin. Vous savez, au moment de l'esclavage, c'était vraiment la référence absolue. Et certaines femmes, parce qu'il y avait des viols sur les plantations, et puis certaines femmes acceptaient aussi d'aller avec leur maître. Quand je dis certaines femmes, je parle des esclaves, des femmes esclaves, parce qu'elles voulaient que leurs enfants aient ce qu'on appelle encore aux Antilles la peau sauvée. C'est-à-dire qu'ils deviennent clairs et qu'ils aient la chance de ne pas connaître le même drame et les mêmes souffrances qu'elles. Donc elles acceptaient, même s'il y avait une douleur en elles, j'imagine, elles acceptaient de se donner au maître pour pouvoir donc avoir un enfant qui ait la peau sauvée. Oui, parce qu'il fallait ressembler au maître, et parce que la norme de l'humanité, c'était d'être blanc. On faisait en sorte que justement, que tous ces noirs qui se déconsidéraient puissent essayer d'arriver donc à cette blancheur, d'autant que tout ça était encouragé aussi par l'Église catholique. Oui, et vous savez que, notamment, je l'ai écrit dans le livre « Et si Dieu n'aimait pas les Noirs, enquête sur le racisme au Vatican », où vous reprenez toute l'histoire de l'Église catholique. Les Noirs étaient ramenés dans toute la sphère de l'enfer. Les Noirs, c'était l'enfer. Tout ce qui était blanc, c'était forcément le paradis. Et donc, certains Noirs, pour pouvoir atteindre la sainteté, étaient obligés même de pouvoir se considérer comme des Blancs. Quand vous prenez le cas de Saint Benoît de Palerme au XVIIe siècle, qui est un Noir qui a eu un parcours extraordinaire donc, dans le monastère où il vivait, pour lui, il se flagellait tous les jours pour devenir blanc. C'est-à-dire, pour atteindre la sainteté, il fallait qu'il devienne blanc. Et quand vous prenez l'histoire de Saint Maurice,
qui était le premier saint noir. Et qui est célébré tous les ans en Égypte. Oui, tous les ans en Égypte, et qui est célébré aussi en Suisse. C'est là que j'ai tourné mon film. Et au IIIe siècle qui arrive, donc en Suisse, et qui refuse de combattre des chrétiens comme lui. Saint Maurice est naturellement martyrisé. Donc là, il peut accéder à la sainteté. Mais que fait l'Église? Elle ne veut pas d'un saint noir, donc elle le représente sous les traits d'un blanc. Dans toutes les églises de l'époque, il faut attendre entre le IIIe et le XIIe siècle pour que Saint Maurice soit réhabilité sous les traits d'un noir. Et qui fait ça? C'est l'Église allemande qui, la première, décide de réhabiliter. Moi, j'étais à la cathédrale de Magdebourg, où il y a cette ancienne statue de Saint Maurice sous les traits négroïdes. C'est à ce moment-là qu'on redonne les couleurs de Saint Maurice. En 1994, vous écrivez sur les Bonnies de Guyane. Les Bonnies de Guyane sont une famille qui a conservé tel quel l'héritage culturel. Disons que toute ma vie d'auteur sur la question noire commence en 1994. Quand j'arrive en Guyane, à l'époque j'étais journaliste donc à France Télévisions à Paris, je travaillais à France 3 dans beaucoup de régions, en Corse, à Bordeaux, en tout cas dans plein de villes de France où j'étais journaliste, je présentais le journal aussi notamment à Nancy. Et on me propose une mission en Guyane, d'aller présenter le journal en Guyane pendant 1 an. Je dis pourquoi pas. Et quand j'arrive en Guyane, mes copains guyanais me disent mais t'es africain, mais tu sais, tu devrais aller dans la forêt là-bas. Il y a des Africains qui vivent encore comme les Africains. Je dis bon, d'accord, pourquoi pas. Donc je prends un espèce de bacar sur 250 km, c'était pas évident. Après, une fois avoir pris le bacar, je tombe sur le fleuve Maroni. Là, je prends une pirogue, un fleuve où il y a pas mal de caïmans. Et donc pendant 2 heures, je fais 2 heures de pirogue. Et là, effectivement, je tombe sur un village. Là, je suis sur le cul, excusez-moi de l'expression, des gens qui ne sont pas africains, comme on dit comme ça entre guillemets, mais des Agnis et des Baoulés, avec des noms comme Kofi, Afiba, Kwaku. Quand ils se voient, ils font Atou. En tout cas, toutes sortes de choses qui, moi, m'émerveillent. Et donc là, je suis abasourdi. Et donc, je vais voir le chef du village et lui dis, mais vous savez d'où vous venez? Il me dit, non, je sais pas. Je dis, mais moi, je peux vous le dire. Vous êtes à Caen, pour beaucoup d'entre vous. Et parce que lui, il connaissait pas l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont tellement vécu dans ce coin de village reculé qu'il m'a même demandé à un moment donné, parce qu'il n'y a pas de télévision, c'est comment en Afrique, est-ce qu'il y a la neige là-bas? Et donc là, j'ai dit, non, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai organisé le voyage de retour. Et ils sont arrivés donc en Côte d'Ivoire en 94. C'était le truc extraordinaire, un moment extraordinaire. Ils ont été reçus à Abidjan, à Tiasalé. En tout cas, ils sont retournés sur leur terre. Et 25 ans après, j'ai décidé de boucler la boucle. Parce que depuis 25 ans, tout le monde me demande, mais et le livre? Quel lien il va y avoir? Quelle trace il va y avoir? 25 ans après, j'ai décidé de boucler la boucle, donc de faire le livre, qui va sortir donc, je l'espère, en avril ou mai prochain, et qui va retracer toute la fresque de ces Agnis et de ces Baoulés qui sont partis de la Côte d'Ivoire, qui se sont rendus ensuite jusqu'au Suriname où ils ont été déportés. Au Suriname, l'un d'entre eux, un Akan, est né, s'appelle Bonnie, et ce Bonnie-là a mené la révolte. Ils se sont révoltés, ils se sont réfugiés dans la forêt, et pendant 10 ans, ils ont fait la guerre aux Hollandais. Ils ont tellement fait la guerre hollandaise que c'était une menace terrible pour la colonie qui a failli effectivement être en faillite. Décimé. Et là, il a fallu que Amsterdam réagisse. Le roi Guillaume d'Orange a envoyé des renforts, 1200 hommes, et c'est comme ça qu'ils ont écrasé les Bonnies. Et notre ami Bonnie donc s'est réfugié en Guyane et a fondé son peuple. Et donc, c'est une histoire qui est aussi une histoire ivoirienne et qu'il est important pour la mémoire de travailler. C'est pour ça que je veux laisser cette trace. À apparaître justement en 2018, c'est un scoop version livresque. Comment on trouve le temps pour s'asseoir et écrire? Disons que j'ai cette chance extraordinaire d'avoir été justement élevé chez les jésuites, de faire donc une priorité dans ma vie. Moi, je sais que pendant que mes copains, quelquefois, allaient s'amuser pendant les vacances ou bien même en dehors des vacances, moi, je passais mes week-ends, voire mes vacances dans des monastères, à me recueillir, à rester dans la solitude, parce que j'adore la solitude. Donc là, c'est de la même façon, pendant que d'autres vont s'amuser le soir, aller dans des bars ou aller faire autre chose. Moi, j'aime rester dans un silence pour écrire, pour travailler. Voilà, donc c'est une question de discipline de vie. Et cette discipline-là me permet aujourd'hui de pouvoir faire, certes, écrire des livres, préparer des films, écrire aussi des chansons pour des artistes, et puis faire tout ça, voilà. Oui, j'arrive encore dans cette discipline-là. Moi, j'ai un autre livre pour vous, ça s'appelle « On va se réconcilier, Pian ». Et j'aime bien le pian qui est derrière. Merci beaucoup. Voilà, et ça vous donne le temps de le lire dans l'avion. Ça se lit assez facilement. Merci beaucoup. J'aime bien le pian qui est derrière. Absolument. Merci Serge Billet. On se retrouve juste après les infos de 19h pour le deuxième et dernier virage de Chaque On Air. Chaque On Air.
Cheikh Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Cheikh On Air.